Alors que j'explique à tout le monde, on a one shot, donc personne ne foire. Tu la palpes dans tous les sens, hein. Il faut que tu te foutes du son, tu te couches sur elle, ça doit être limite, tu fais l'amour avec elle. Ça va? Ils font bon, c'est bon. Là tu vas la chercher, tu la remontes, tu la serres. C'est la Clémence. Qu'elle est morte. Clémence, ouais, tu essaies de la soulever, tu pleures sur elle. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Quand la saison 1 était diffusée, le premier soir, ça a directement bien marché. Ça a vraiment cartonné. Et du coup, le lendemain, j'ai appelé Ben et Steph, j'ai dit, est-ce qu'on n'irait pas manger un bout? Et quand ils sont arrivés, je leur ai dit, je crois que j'ai une très bonne idée pour la saison 2. On venait de terminer la saison 1, donc se remettre à écrire n'a pas du tout été difficile. Et on a direct été happé par le truc. Ici, c'est l'Essine. C'est un grand bâtiment abandonné. On avait fait ça sur la première saison, dans le grand hôpital de Saint-Aude. Et là, on le refait cette année. Le truc qui est hyper pratique, c'est qu'il y a je ne sais même pas combien de milliers de mètres carrés là-dedans. On va construire le commissariat de Bertry, qui sera à côté du crématorium, qui sera à côté du bureau du notaire, qui sera à côté du bureau du juge, qui sera en dessous, c'est la prison. Dans la cour, tu as aussi, tu as vu, on va faire la prison. Et c'est un lieu unique. Et dans la configuration de tournage dans laquelle on est, c'est le bon truc. On est avec Karim, tu veux bien faire Karim? Juste une seconde, t'es juste là, voilà, et puis tu fais ton déplacement. Il y a le gars de Musso qui demande si c'est assistant. Ben voilà, mais ça c'est très simple, on va faire une allée, on va foutre des chaises, on va foutre des figures. Et puis on va mettre un cercueil ici au milieu, et puis on va mettre un petit bazar pour venir faire le speech du bourgmestre. Franche comme la glaise, tranchante comme l'ardoise. Ici, on va faire un grand parloir pour qu'on ait quand même une grande pièce parmi les petites cellules et tout ça. Allez, tout le monde en place, s'il vous plaît! Et là, toi, tu comprends, mais t'es... Hey, pourquoi tu me fais ça? Gardien! Qu'est-ce que tu fais, là? On a refait tout le couloir, etc., dans un vrai couloir. On a abaissé les plafonds. Ensuite, on a créé les portes. La moitié des portes sont fausses. C'est même pas des vraies portes. Il y a juste 2 portes qui ont été construites. La première pour faire la cellule de l'interview. Salut Dani. Et ensuite, on a une deuxième cellule qui va être la cellule de Dani. Il y a une chose qui était passionnante dans l'écriture de cette saison 2 et dont on a beaucoup discuté avec Ben et Steph, c'est quoi une saison 2? Pourquoi est-ce qu'on raconte une saison 2? Qu'est-ce qu'on va raconter de plus? Qu'est-ce qu'on va apporter de plus au personnage, à l'histoire, à l'univers? Et en fait, on a passé beaucoup de temps dans l'écriture à qualifier une saison 2. La manière dont on voit la série La Trêve avec Benjamin et Stéphane, c'est comme ça qu'on a construit la saison 1. C'est comme un long film. Et du coup, un long film sous-entend qu'il y a une fin. Quand on regarde la première saison, tu peux regarder les 10 épisodes et tu as vécu ton expérience. Tu n'es pas obligé de voir une saison 2. Tu n'es pas obligé de suivre 6 saisons pour connaître l'histoire. Tu as vécu ton expérience. La saison 2, on l'a envisagée exactement de la même manière, en se disant un long film. C'est pas spécialement la suite d'une histoire, c'est plus la suite des personnages. C'est comme dans la vie, quand t'as des potes, tu les vois pas pendant 3 ou 4 ans, ils ont évolué et tu les retrouves et ils vivent une autre histoire. Il y avait un personnage qu'on aimait vraiment bien dans la saison 1, c'est le personnage de la psy. On avait envie d'en savoir un peu plus sur elle. Elle voit des gens violents et des meurtriers toute la journée. Et elle rentre chez elle et qu'est-ce qui se passe avec elle? Et la psy, en fait, c'est le lien entre la saison 1 et la saison 2. On a commencé la saison 2 où elle est en confrontation avec quelqu'un, un autre patient. Et c'est seulement plus tard qu'on découvre Johan et du coup on laisse le spectateur un peu en attente sur les premières 15 minutes. J'ai refait un rêve. Oui. J'ai refait un rêve. Oui. J'étais dans la forêt près de Musso. J'étais dans l'appartement à Bruxelles. Puis là, j'entends un bruit. Vous étiez là, vous aussi. Comme un râle. Et c'était très doux, presque. Vous fumiez une cigarette au milieu du salon. Comme un murmure. Oui.
La psy, à la fin de la saison 1, on sait peu de choses d'elle. En fait, elle est un peu mystérieuse, à part qu'elle était enceinte. C'est vraiment une femme brisée qu'on retrouve, qui recolle les morceaux de sa vie en se consacrant hyper fort à son travail et en essayant de sauver désespérément toutes sortes de patients, et entre autres Dany. Il faut que tu te battes, Dany. Je sais que c'est dur, mais il faut que tu te battes. C'est vrai que c'est un des gros points communs entre Johan et la psy, c'est qu'ils sont tous les deux complètement workaholiques, et sans doute aussi par soif de justice ou soif de réparation, etc. Elle, soif de réparation, et lui, soif de justice. Peut-être que c'est là que ça se rencontre. Et donc il y a un assez beau point commun ou point de rencontre entre eux à travers leur rapport à la vie, quoi. Johan? Oui. Ça va? Oui. C'est bon, on va pouvoir le voir. Au sortir d'un rôle aussi riche, la question qui se pose, c'est une saison 2, mais on l'a épuisé, ce garçon. Est-ce qu'on n'a pas épuisé le personnage sur la saison 1? Donc moi, c'était un peu ma crainte. Et puis on en a parlé avec Mathieu, c'est une autre temporalité. Jusqu'à quel point est-ce qu'on le change? Jusqu'à quel point est-ce qu'il a évolué? Jusqu'à quel point c'est le même? C'est pas Columbo en fait, le personnage. On a fait l'opposé d'un Columbo. On a essayé de justement ne pas en faire une figure du tout. On a essayé d'en faire un personnage de fiction qui a une évolution, qui apprend quelque chose en fait. Vous pouvez jouer avec la ligne, mais jamais la dépasser. Vous risqueriez de vous perdre. Je dirais que la saison 1, ça c'est un peu l'histoire d'un homme en colère, qui essaye de se reconstruire et qui n'y arrive pas parce qu'il a des démons. Il a des démons, mais sur la saison 2, ça serait un personnage qui a traversé des épreuves énormes et qui finalement on ressort moins en colère. Apaisé, c'est pas le bon mot, mais disons avec plus de poids, un peu plus vieux, mais qui, moi je pense, doit lutter avec sa peur de la folie. Et je pense qu'il y a plus de folie dans la deuxième saison. Il vient d'où ce pendentif? On dirait celui de ma femme. C'est le sien? Pardon? Oui. J'ai trouvé en haut dans votre chambre. Je le trouvais beau, je me suis permis. Sur la saison 1, on vit une expérience psychologique avec Johan Peters. Et c'est que tu pars avec lui complètement dans sa tête sur 10 épisodes, et c'est un gars qui frôle tout le temps avec la folie. Et la question de la saison 1, c'est est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est pas fou, est-ce qu'il a tué, est-ce qu'il a pas tué. Et du coup, dans cette saison 2, il fallait poursuivre ce chemin psychologique, et on l'a amené évidemment beaucoup plus loin. Et on a un personnage qui dit au début « je vais bien », on se rend compte très rapidement qu'il va pas très bien, et on va l'emmener le plus loin possible. Donc, c'est un rêve de Johan. Et ça commence comme tous les rêves, comme si tout était normal, sauf qu'en fait c'est un cauchemar. Et on est occupé à manger avec Dany, dans la maison de Johan, qui m'a invité à dormir chez lui, parce que j'ai plus de maison et tout ça. Et on mange sa tête. Attention, c'est chaud. J'espère que vous avez faim. C'est autant le voyage de savoir qui a tué que le voyage de savoir qui est Johan Peters. Et Johan Peters, il faut creuser dans sa tête et du coup dans sa folie. Et on fait Enfin, moi j'adore le voyage qu'on fait avec Johan. Et c'est coupé, merci à tous. Et c'est coupé. Et c'est une fin de journée, merci beaucoup. La manière dont on écrit, ça c'était assez chouette aussi de commencer sur la saison 2, c'est que sur la saison 1, on a passé aussi beaucoup de temps à s'organiser, donc on écrit à 3, sans blague, et c'est un challenge quoi, d'écrire à plusieurs, et nous on a passé beaucoup de temps à trouver la méthode, un peu voir qui est le meilleur dans quoi, et qui gère le meilleur truc.
Et du coup, en fait, on passe beaucoup de temps à raconter des conneries. Ah bah, Mathieu Benestef, c'est un peu une Rolls-Royce de l'écriture série. Et c'est vraiment incroyable parce que depuis la saison 1, il n'avait jamais écrit de série jusqu'à présent. Et ils ont vraiment une entente qu'on sent très constructive. Ça ressemble un peu à une séance presque d'impro. On se raconte des histoires. En fait, la plupart du temps, les journées de travail commencent à 9h, se finissent à 17-18h. Et comment on fonctionne, c'est qu'on se raconte des choses. Moi, j'ai souvent des idées dans ma douche, je les note et généralement on commence avec ça. Je dis ah tiens, j'ai pensé à ça et on se raconte l'un l'autre des idées. Parfois on se marre, parfois on dit ok c'est vraiment nul. On a un pouf, on a des chaises et tout, et il y a un de nous trois qui se lève et qui raconte simplement les scènes aux autres. Et donc là, on mime même les dialogues, et s'il y a des dialogues que les autres trouvent bien, boum, sur les notes. Et on se passe un peu les idées comme de la pâte à modeler que chacun met à sa sauce. Moi, je vais raconter un truc sur le personnage de Camille, Steph va rebondir en parlant du personnage de Zoé, et les choses vont commencer à se mélanger, et puis Mathieu va nous regarder et va dire « Ah, mais si on fait ça, ça va se lier aussi avec l'histoire de Johan. » Parfois, on reste 2 heures couché par terre sans rien dire, parce qu'on est un peu... Il y a la chape de plomb, et puis en une fois ça part, il y a une étincelle, et là, une journée peut se régler en un quart d'heure de temps en temps. On avait à la base un panneau, puis on a acheté un deuxième, puis un troisième. Ce qui est très compliqué, c'est quand tu écris à plusieurs, c'est d'être au même niveau. Enfin, moi, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'il faut absolument être sur la même ligne, quoi. Parce que quand tu racontes une histoire aussi large que ça, tout le monde est en train de penser à un autre mini endroit des épisodes, quoi. Et du coup, c'est hyper important d'être très concret, quoi. Et donc, quand on écrit, on brainstorm sur les panneaux comme ça. Une fois qu'on a brainstormé, qu'on a un épisode qui est plus ou moins clair, on le fout en post-it et on utilise des codes couleurs. Oui, on est sur... bon, c'est limité, évidemment, en couleurs. Velleda, qu'on a acheté, mais donc on sait qu'on a du rouge en tout cas pour tout ce qui est Johan. Du vert, c'est en gros notre code couleur pour tous les personnages secondaires. Le jaune, c'est pour le personnage de Danny, et le bleu, c'est pour les autres commissariats autres que Heiderfeld. Et en fait, c'est assez chouette d'avoir ce code couleur parce que quand t'es de loin et qu'on est en train de travailler, tu peux aussi voir les équilibres de personnages. Johan, il est en rose ici, tu vois. Tu vois un peu son trajet, quoi. L'épisode commence ici. Il avance comme ça, on a les ruptures pubs, qui ne sont pas des pubs, mais qui sont un peu les actes en fait en construction d'épisode. Et du coup, tu peux un petit peu voir si Johan suit une ligne de manière assez fluide dans un épisode, en ayant juste une vue d'ensemble, juste sur la couleur de l'image. Et des trucs évidemment de longueur, où tu vois, celui-là ça va, celui-là bon bah il est beaucoup trop court. Enfin il faut qu'on... Et l'épisode 10 n'est même pas mis, parce qu'il n'est pas encore tout à fait écrit, et il ne sera probablement jamais là. Il y a 2 possibilités, c'est un peu compliqué. On va expliquer le principe, un des principes, je pense qu'on a un peu, à notre manière, renommé dans l'écriture scénaristique, qui s'appelle le chou-fleur. Nous, on appelle ça un chou-fleur. En fin d'épisode, tu as très envie de revoir les personnages que tu as vus plus tôt, parce que tu les as laissés à un moment précis, à un moment de tension, et tu sais pas ce qui va leur arriver, tu sais pas ce qu'ils vont devenir. Boum, chou-fleur. Par exemple, en fin d'épisode 2, le chou-fleur commence quand Danny est en prison. Il y a la psy qui l'appelle et elle lui dit « Je vais avoir accès à toi, Danny, il faut que tu arrêtes de parler, il faut que tu arrêtes de dire que tu as tué du tilleul, il faut pas que tu réitères tes aveux devant le juge. » Il faut que tu lui dises que t'es innocent. Danny, fais ce que je te dis. Dis au juge que... Et nous, on sait pas ce que Danny va faire. Début du chou-fleur et la musique du chou-fleur qui commence doucement. Et là, tu commences à montrer chaque personnage alternativement. Boum. Karim, un des flics, attend dans son commissariat. Johan coupe du bois dans son jardin. Claudine, déprimée, boit un verre. Et on découvre une tache de sang sur la jambe du docteur Lefebvre. Là, on revient sur Danny face au juge. Le juge lui demande « Monsieur Bastin, avez-vous tué Madame Astrid Dutilleul, oui ou non ?» On coupe au noir. On revient juste après, on ne sait pas ce que Danny a dit. Johan décroche son téléphone et la psy lui annonce que Danny s'est rétracté. Oui. Danny s'est rétracté. Il a tout nié. Et tu as toute la fin d'épisode, ça c'est ce qu'on appelle l'aftercliff du coup dans cette saison-ci. Ce qui suit le cliff de fin du chou-fleur, c'est-à-dire tu as un cliff sur le chou-fleur et puis tu as un noir et hop, tout se calme et on est sur la dernière scène, une dernière petite scène avant la fin, quoi. Et du coup, cette dernière petite scène, ici en général, c'est ce qui te donne vraiment, vraiment, extrêmement envie de revoir l'épisode d'après. Johan rentre dans sa cuisine et qui se retrouve face à lui. Drummer. Cut cliff, fin d'épisode.
C'est le premier jour. Je suis content, j'ai l'impression que c'est il n'y a pas longtemps qu'on s'est arrêté sur la première saison. En même temps, ça fait un peu... Je suis un peu pas très tranquille, voilà. C'est la première séquence dans laquelle vous rencontrez, enfin c'est la première séquence dans laquelle tu les rencontres. On va passer le fond au Karcher, un bon coup, puis bien frotter, puis ça va aller. C'est que du sang, ça va partir. Tu fais ce que tu veux, Tino, mais moi ça me dégoûte. On va passer le fond au Karcher, un bon coup, bien frotter, ça va aller. C'est que du sang, ça va partir. Tino. Bonjour, inspecteur Peters. Je suis désolé de vous déranger un jour de deuil. Je n'ai pas pour longtemps, je promets. Ok. C'est l'année, cette saison où Mathieu aime bien dire aux gens « Embrassez-vous, embrassez-vous » Ça marche assez bien d'ailleurs, il faut le reconnaître. Et toute ma famille l'a vu, franchement ils disaient que c'était une bonne quoi. série. Je sais pas si c'était vous à la première saison. Ouais, c'était moi. Bah franchement, ils avaient bien aimé, c'était bien géré et tout ça. Ah bah, donc oui, t'es content que tu sois dedans. Ouais, bah, évidemment. C'est vous qui réalisez tout, donc voilà, les scènes et tout ça. Ouais. Mais j'ai écrit avec Benjamin et Stéphane. Toute la série. C'est pour ça que vous appelez Matt, Ben et Steph. Ah oui, ok, d'accord. C'est une blague. C'est un clin d'œil, quoi. Petit clin d'œil. Moi, je trouve que Mathieu, il laisse une grande liberté. En fait, il laisse aller directement, donc il te laisse faire la scène, hop, on installe les cadres. Il donne parfois 2-3 indications au début, mais rarement. Il faut savoir qu'on a déjà eu un travail en amont de lecture avant, donc normalement les intentions de la scène et du personnage, elles sont clarifiées en amont, avant le tournage. Et pendant le tournage, en fait, on commence à chercher au moment où on tourne, et on tourne assez directement. Tu bugs vraiment quand tu la vois, quoi, tu vois. Ouais, c'est que t'es comme ça. Il coupe peu entre les scènes, ce qui permet de refaire sans jamais qu'il y ait de grandes interruptions entre les scènes. Moi j'aime bien parce que ça permet d'aller creuser une énergie et de la pousser. Et puis alors parfois il parle, pendant qu'on est en train de tourner, il parle et il nous fait refaire 5 secondes avant. Il dit bon, reprenez il y a 5 secondes, hop, on reprend. Et je pense qu'il travaille sur des énergies comme ça. Quand tu plantes tes yeux, tu tournes, tu les plantes, tu les cliques plus, quoi. D'accord ? Allez, on continue vite comme ça. On reste concentré. Donc silence, attends toujours. Essuie-lui ses larmes. Et serre-la fort. Voilà, super. Très très bien. En fait, sur la trêve, on donne la priorité absolue aux comédiens. C'est vraiment dans la manière de travailler, c'est tout ce qu'on fait. L'installation d'éclairage, les caméras, c'est des petites caméras, tout ça c'est pour maximiser le temps que Mathieu peut avoir avec les comédiens. C'est délicat, il faut assez vite trouver un langage commun. C'est-à-dire que lui a sa manière de décrire le résultat qu'il a envie d'avoir,
Et moi, j'ai ma manière d'y arriver. Et donc, je suis en traduction constante de ce qu'il me dit. Et lui est en observation constante pour voir si j'ai compris. Mais tout ça, ça mène des rapports super intéressants. Matt, je pense qu'il a un truc assez particulier avec les acteurs, c'est qu'il fonctionne avec des métaphores. Donc si tu connais Mathieu, il raconte tout le temps des histoires pour te parler de la vie, pour te parler des choses. Pour t'expliquer quelque chose, il va te raconter une histoire. Donc il va te faire une histoire, il va te raconter de l'humain, il va te raconter du sentiment. Et du coup, il a une manière de diriger les acteurs qui est hyper organique. Quand il veut que quelqu'un transmette un sentiment, plutôt que de lui dire transmets ce sentiment, il va lui raconter le sentiment. Et il va pas lui raconter en disant tu dois être triste parce que le personnage vit ça. Il va lui expliquer une histoire et il va concrétiser en fait ce sentiment en prenant des exemples de la vie réelle. Estelle, tu m'entends là? Là, tu m'entends? Ah oui, là, je t'entends. Je disais, ça tourne au son et nous démarrons d'ici. On va pas remonter tout en haut. Ok, super, bien reçu. Action! Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi, c'est ma copine, putain! Arrêtez! Appelez quelqu'un, s'il vous plaît! Ce matin-là, j'étais en voiture. Je traversais le bois pour aller travailler. Il était là, en sang, au milieu de la route. Aidez-moi, s'il vous plaît! C'est ma copine, aidez-moi! Partez-moi, s'il vous plaît! Il avait peur, ça se voyait sur son visage, il était terrorisé. Moi, ça appelé quelqu'un! Oh, elle va crever, putain! Bouge pas! Je ne veux plus t'entendre! À genoux! Et puis tout d'un coup, 2 flics sont sortis des bois et ils ont braqué Dany en hurlant. 815 sur 3, 3e clap de fin pour les 2 caméras. Bon, tu veux pas ça? C'est gentil, merci. Fatigué de... Bitch. Hyper directif. Il sait exactement ce qu'il veut tout le temps. Parfois, il cherche un peu, mais c'est quand même très précis. Très précis au niveau du texte, très précis au niveau des intentions. Je veux que le silence dure parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant chez un acteur, c'est quand tu sais pas ce qu'il pense. Même si on fait parfois plusieurs essais, en fait, j'ai l'impression que chaque personnage a une note très précise à jouer dans la symphonie globale, quoi. Et donc, on dévie assez peu de cette note. Ok, coupé. En fait, mais... Ok, donc on va y aller, il y a un petit orage qui s'approche. On met les caméras sur les épaules. Alors, la collaboration entre Ben, Steph et Mathieu. En gros, voilà, c'est les 3 auteurs. Et en fait, Mathieu est le réalisateur, Ben est 2e caméra et Stéphane est le script sur le plateau. C'est ta nana, la meuf qui était là l'autre jour? Tu reprends? C'est bon, faut se calmer là. Tu veux te marrer? C'est très intéressant d'avoir un trio à la réal et à la création de la série, parce que c'est un trio qui se complète bien, c'est des amis de longue date, donc c'est très agréable. J'avais jamais travaillé avec un groupe d'amis comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, je voudrais que tu lui rendes son bisou. C'est pas toi qui, Christian, tu es rentré, mais il t'embrasse, tu te dis, bon allez, on y va, quoi, tu vois. Le fait de tourner les séquences dans le désordre, en fonction des décors en fait, il faut vraiment s'accrocher et connaître le scénario sur le bout des doigts pour pas se perdre à l'intérieur. Après, c'est sûr que Steph, qui est script dessus, avant chaque séquence, il nous redit un peu ok, la séquence juste avant c'est ça, on est au niveau de la chronologie, on en est là, on est à tel flashback, on est dans le présent. Et voilà, on passe au 22e plan de la journée. Moitié de la journée. Pourquoi est-ce que vous avez menti dans votre déposition? Mathieu, c'est un vrai bonheur de bosser avec lui parce qu'il n'y a pas d'affect, on est vraiment directement dans le travail. Il peut être cash quand on est sur le plateau, mais c'est jamais pour nous rabaisser. C'est juste pour qu'on aille à l'essentiel et qu'on y aille vite, quoi. Il sait exactement ce qu'il veut et ça, c'est vraiment très important en tant qu'acteur de surtout catapulter dans une toile aussi grosse au niveau du scénario que La Trêve.
On peut pas tout prendre en charge et il faut juste l'écouter en fait. C'est pour ça, moi je suis vraiment idiot hein, sur ce tournage. Il me dit fais ça, je le fais. Arrête Denis. En même temps, sur le plateau, il y a vraiment ce truc où chacun a son poste, mais il y a toujours ce truc où ils se réunissent et c'est très spontané chez eux de se dire ah tiens sur le texte est-ce qu'on a bien fait de mettre ça, voilà. Mais le final cut c'est Mathieu et ça c'est pour pas qu'il y ait trop de discussions qui durent des heures. Est-ce que Johan l'arrête ou non quoi, tu vois? C'est ma question. Est-ce que Johan doit être dans cette scène? Yes, no. YM. C'est pas indispensable, je crois que c'est bien. Mais alors, il faut juste une sortie de champ. Moi je dirais oui. C'est jour 42 aujourd'hui. Et moi quand je pense jour 42, je pense surtout 38 à venir. Et on a pris une semaine de break. Et c'est bien, on est revenu avec plein de vitamines, mais là on est en train de faire la fête de la moitié de tournage. Je crois que ça fait du bien à tout le monde de faire une fête. Enfin, c'est pas les fêtes qui manquent déjà sur le tournage, mais essayer de marquer le coup, de dire ok, on a la moitié. Et il faut encore faire l'autre moitié maintenant. Un long métrage, on va dire, c'est 30 jours. Et si on en fait 80, bah tu vois le bazar, quoi. Un rythme effréné, 2 caméras. Moi, la nuit, je rêve avec 2 écrans, quoi, tu vois. Et moteur demandé. Son tour. Si tu veux, on se reparle début septembre, parce qu'à mon avis, c'est là que je prévois que l'ambiance, l'équipe, etc., ça va être dur, c'est vers le 10 septembre. Quand on sait qu'il y a encore 1 mois qui reste, que l'été est en train de s'évanouir et que c'est la rentrée pour les potes, etc., et qu'on se dit, putain, nous, on est toujours en tournage, quoi. Comme il est écrit ici, c'est pas le job le plus serein du monde, quoi. De toute évidence. $50. Marjo, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement loyal, qui aime bien que les choses soient bien faites, elle aime être dans la loi, elle aime que les choses soient justes, elle aime que ça soit respectueux de chacun. Et elle se retrouve face à Karim qui, lui, a des méthodes, il contourne la loi, c'est compliqué, quoi. En tout cas, celle-là, ils l'auront pas. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est quelqu'un qui essaye de se rassurer, donc je pense qu'il est un peu rassurant pour Marjo. Il essaye de donner une image de stabilité et de force. Enfin, il se raconte ça à lui-même aussi, un maximum. Donc c'est quelqu'un qui essaie toujours de renvoyer cette image-là. Donc il rassure un peu Marjo, mais du coup il est peut-être un petit peu directif avec elle, un petit peu, voire parfois un peu lourd. Mais il n'a pas un mauvais fond, je pense. Mais voilà, c'est un con comme on en connaît, c'est-à-dire qui ne se rend pas compte qu'il est con à certains moments, comme nous tous. C'est toi qui lance et laisse bien 10 secondes pour le temps d'entrer dans la séquence. Tu crois pas qu'il faudrait faire passer des tests ADN? À qui? Je sais pas. À sa sœur, son mari, au médecin, à tout le monde. On a quand même 5 ADN inconnus. On a surtout un qui est bien connu. Les policiers dans la série ici, ils sont vus à la fois d'un côté comique, vraiment, parce qu'il y a quelque chose de drôle, cet uniforme. Voilà, c'est toujours un petit peu empoté dans un uniforme de policier. Et puis d'un autre côté, je pense qu'il y a beaucoup de respect pour cette fonction. Le fait de me mettre dans ce costume, je me dis waouh, c'est des gens qui quand même passent leur vie à nous protéger, à essayer de trouver des solutions, à essayer que les choses soient justes. Oui, c'est exactement ce que je me disais, ça coûte cher mais ça vaut le coup. Mais donc c'est un murder mystery, donc inévitablement il faut qu'on suspecte tous les personnages et du coup beaucoup de personnages doivent avoir une part d'ombre et du coup c'est là où on tombe sur des scènes un peu plus dark, plus malsaines. Ok, allez on met tout le monde en place. Alors Tatiana, vas-y d'abord. Mon groupe. C'est un passage obligé en fait. Après c'est un passage qui nous intéresse. Nous on a vraiment envie de raconter des choses parce que dans la vie en fait tout n'est pas toujours doux, tout n'est pas toujours joyeux. Il y a des choses trash qui se passent et il ne faut pas les occulter. Juliette, viens me chercher du sang maintenant. Des scènes comme la scène Magma, effectivement,
Voilà, il y a des demandes comme ça des auteurs et qui sont là justement pour donner une plus-value à la série. Et après, c'est effectivement un défi logistique énorme en termes de logistique, puisque c'est énormément de figurants. Pour la soirée Marama, on a fait venir des douches, on a fait venir, en termes de cantine, tout prend énormément d'ampleur. Bienvenue. Les scènes de la soirée Magma, c'est des scènes qu'on attend. On se dit, ça va vraiment être impressionnant parce qu'on crée un univers, on crée toute une soirée complètement déglingo. Et quand on écrit sur papier, ça prend 10 minutes et de la mettre en place, c'est une énergie de fou et c'est un truc qui amuse toute l'équipe. Quand ce jour-là arrive, on se dit il va y avoir du monde, il va y avoir de la fumée, on est dans un château. Quand il y a beaucoup de figurants, c'est toujours impressionnant aussi. Oui. Pièce, c'est super bien, ça donne super bien. Est-ce que Camille, est-ce qu'on la ferait tourner comme ça autour? Oui. En fait, plus t'as de mouvement, et comme elle la suit du regard, il y a un truc assez hypnotique. Mais du coup, moi, je suis aussi cadreur de la 2e caméra sur le plateau de la Trêve. Du coup, je travaille beaucoup avec Olivier. Olivier, c'est Olivier Bunjing, c'est notre chef opérateur, notre directeur photo. Ce qui est très chouette quand on travaille avec Olivier, c'est qu'Olivier travaille de manière hyper organique, c'est-à-dire qu'il est au service de l'histoire. C'est un mec qui fait des super belles images, mais c'est surtout quelqu'un qui comprend très bien ce que l'histoire raconte et qui sait où mettre sa caméra ou où mettre les caméras pour qu'on puisse raconter ce que nous, on veut raconter. Dans le noir total, quoi. Okay. Et il y a des électros qui sont habillés un peu en costard, comme ça ils peuvent être avec les figurants et leur donner des indications, parce que le principe de la soirée, c'est que tout est éclairé à la lampe torche. Ben, ce qui est vraiment incroyable pour nous, c'est l'équipe qui nous soutient dans notre démarche et qui parvient à trouver des systèmes pour faire différemment, pour faire une image dont le résultat est vraiment très très beau, avec peu de matériel. On va filmer comment, il a dit? À l'arrache. C'est un truc qu'on fait de temps en temps, quoi. 2 fois sur 3. Ok les amis, on va faire une répétition, donc tout le monde se met en place. Olivier Bunjing, c'est un magicien. On avait vraiment besoin de quelqu'un comme lui pour développer l'univers de la Trêve. Olivier, c'est un bricoleur, c'est un mec qui cherche toujours comment faire beaucoup avec peu, ce qui est tout à fait l'esprit de la série, et de la série en général d'ailleurs, de la Trêve et de la série en général. Et il est hyper complémentaire avec Ben. Et ça a été une super surprise quand on a commencé à filmer sur la saison 1, c'est de voir la complémentarité. Et en fait, moi, quand je suis assis, quand je dirige, j'ai mes 2 écrans. Et donc, j'ai Olivier et j'ai Ben. Ok, voilà, coupé, splendide. Et fin de répétition. Et ils ont un langage, ils savent exactement l'un et l'autre ce qu'ils filment, même s'ils ne voient pas la caméra de l'autre. J'ai l'impression qu'ils savent ce que l'autre est en train de filmer, ils sont hyper complémentaires. 3, 2, 1 et action! Voilà, coupé. On peut les couvrir. On est le dernier jour de tournage. Et on sent un peu une dépression comme ça, tous les membres de l'équipe. C'est comme si tout d'un coup il y a la fatigue qu'on a oubliée pendant 4 mois qui tout d'un coup nous tombe dessus, quoi. Hey. On t'a regardé justement une place, ça va? Non, on s'entend bien, ouais. Le dernier jour, c'est hyper impressionnant, quoi. On a fait 80 jours de tournage, c'est énorme. Chaque journée, moi, me semble être une semaine. Et du coup, 80 jours, j'ai l'impression que je suis parti en vacances avec ces gens, qu'on a traversé des moments intenses, on a traversé des moments géniaux, des moments extrêmement durs. Enfin, c'est un voyage. J'ai beaucoup voyagé sur Terre, mais je dis toujours les tournages de la Trêve, c'est les plus grands voyages que j'ai fait parce que tu fais un voyage intérieur, quoi. Wie, meine Frau? Keine Ahnung. Hat es Sie nicht gestört, wenn Sie so lange weg waren? Und unsere kleine Marjorie? Marjorie? Unsere kleine Marjorie? Mais un tournage comme ça, oui, c'est extrêmement intense et on est assez isolé aussi, puisque c'est 80 jours. Je crois qu'on a fait 50 jours où on dormait toutes les semaines en Ardennes, donc on revient que les week-ends. Donc on est presque 24 sur 24 à vivre des choses très fortes. Les shoots d'adrénaline qu'on se prend avec l'équipe tout le temps. C'est qu'on va déjà faire ce mouvement jusqu'à la voiture, ça va? Super.
Quand on arrive sur le plateau de la trêve, tout le monde se connaît. Les gens ont tourné 150 jours ensemble. Les gens savent ce que les autres mangent, savent ce qu'ils boivent le matin, savent ce qu'ils vont manger à 10h. Enfin, il y a tout un truc qui est vraiment de l'esprit de famille, l'esprit d'une famille. Et quand tu vis 80 jours avec une famille et que tu sais qu'après tu vas moins les voir, bah, tu as aussi un petit peu ce sentiment de te dire tiens, comment est-ce que ça va être demain? Est-ce qu'on va avoir le baby blues, quoi? Est-ce qu'on va avoir le blues du retour? Action! Terminer ce tournage, c'était quand même la fin de 4 mois d'immersion, en fait. Même si c'est pas tous les jours, c'était quand même des rendez-vous comme ça réguliers pendant 4 mois. Et donc, c'est bizarre de terminer ça, parce que ça finit par être un personnage qui t'accompagne, qui fait partie de toi. Et donc, voilà, c'est un peu des adieux. Et puis, c'est dire au revoir à plein de gens avec qui tu as travaillé beaucoup, avec qui tu as été dans un rapport d'intimité, quoi, partager de l'extrême chaleur, de l'extrême froid, et des nuits dans des gîtes. Enfin, je sais pas, c'est plein de souvenirs, quoi. Et du coup, c'est quand même tout un bazar de finir. Donc, c'est assez émouvant. C'est vraiment un rêve, je pense, pour tout producteur de travailler avec des gens comme Mathieu, Benjamin et Stéphane, qui ont à la fois le talent artistique et le souci de production. Donc nous, c'est vrai que tous les deux, on considère qu'ils sont presque coproducteurs avec nous de la série, parce qu'on n'a jamais eu à se battre contre eux. On a toujours marché ensemble vers un même but. Et ça, c'est vraiment super agréable. Et puis après, sur leur relation à 3, c'est dingue de voir ça. C'est des amis avant tout. Et ça, c'est fou d'arriver à un niveau professionnel comme ça, tout en mettant leur amitié toujours au premier plan au final. Ready au cadre. Action. Alors tu me dis qui as-tu? Tu dis où tu fous le camp? Mais j'en sais rien. Tu le sais. C'est pour ça que t'es là. Ouais. Ah, cool. Je suis fatigué. Je sais pas ce que tu fais là. Je sais pas ce que tu veux. Allez, coupez, merci tout le monde. Chaque jour, tu te demandes est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va arriver au bout, et clairement on se tient. L'équipe, on se regarde, surtout avec Ben et Steph, Christelle qui tient tout le bateau, Hall, on se demande si ses épaules vont tenir, et on se check. Le matin, on se regarde, on dit tu vas jusqu'au bout, toi, tu me lâches pas, quoi. Enfin moi en tout cas, je sais que l'énergie elle est comme ça, quoi. C'est parce que l'équipe est là que je vais au bout, quoi. No matter what it always seems to find its way into my dreams. No matter what, it's how I make 1,000 variations of the same mistake. No matter how, it's the same old thing. You got me trapped in my freedom again. So get it done, however that may be. But anyway, don't you go soft on me. Yeah, come on, just